Alors, dans le temps du 11 janvier 2019, l'éditorial débutait par le constat suivant. Je cite. Nous avons perdu la bataille pour garder la maîtrise sur nos informations personnelles. L'enjeu aujourd'hui, c'est de remporter celle visant à réglementer leur utilisation. Fin de citation. Alors, sommes-nous vraiment démunis de tout pouvoir, de toute maîtrise sur nos données personnelles et au-delà sur notre propre vie privée, nos personnalités? Et si oui, peut-on encore réglementer pour protéger nos droits humains et nos libertés fondamentales? Et si nous suivons cet éditorial, il est déjà trop tard. Le client n'a plus de secret depuis longtemps, selon comparis.ch, qui a développé un système permettant d'évaluer la solvabilité de tout un chacun. Chaque individu serait ainsi non pas consommateur, ou encore moins consommateur, pour reprendre les propos de Jean-Henri Morin dans le dernier numéro MAG, mais un produit ou un esclave des géants du net. Alors, qu'en est-il vraiment? Penchons-nous tout d'abord sur la réglementation. Depuis l'année dernière, les choses ont énormément évolué, en tous les cas en Europe, d'une part avec la mise en application le 25 mai 2018 du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le fameux RGPD. D'autre part, l'adoption de la Convention 108 modernisée pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la Convention 108+, du Conseil de l'Europe. Ces deux textes marquent une étape importante dans la rénovation et le renforcement des instruments juridiques de protection des données. À l'instar des textes antérieurs, ces deux réglementations ont comme prémisse que la technologie doit être au service de l'humanité et donc le respect de la dignité humaine est un préalable à tout traitement de données personnelles. Dans la conception des droits humains de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Charte européenne des droits fondamentaux, les données personnelles ne sont pas des biens qui appartiennent à qui que soit. Elles sont bien des éléments de la personne humaine qui disposent de droits inaliénables et imprescriptibles. À l'heure où la donnée est devenue un enjeu économique majeur et où elle contribue à faire la prospérité de quelques grandes compagnies du numérique en leur donnant une mainmise quasi monopolistique sur la gestion des informations, le droit à la protection des données et à la vie privée, qui inclut en particulier le besoin de toute personne d'avoir des espaces d'intimité, de pouvoir choisir librement avec qui elle communique et entretient des relations sans regard ou influence extérieure, devient un enjeu majeur de nos sociétés démocratiques. Par leur portée, le RGPD et la Convention 108+, sont donc deux avancées majeures pour permettre aux personnes de retrouver la maîtrise sur les données qui les concernent. Ils introduisent notamment des droits nouveaux pour les personnes concernées, comme le droit à la portabilité dans le règlement européen, le droit à l'effacement ou au déréférencement, le droit de ne pas être soumis à des décisions affectant une personne de manière significative, prises uniquement sur le seul fondement d'un traitement automatisé sans que celle-ci puisse faire valoir son point de vue, le droit d'obtenir connaissance du raisonnement qui sous-tend le traitement des données lorsque les résultats de ce traitement sont appliqués à la personne concernée, ou pour le règlement européen, l'introduction d'une action collective. Ils imposent aux responsables de traitement de nouvelles obligations de transparence, l'obligation d'annoncer les violations de données, ainsi qu'à l'ancrage juridique des principes de conception des systèmes, des services, des produits, des organisations et des traitements de manière conforme à la protection des données, le fameux Privacy by Design, ou de protection des données par défaut. Il s'agit également de l'obligation de mise en conformité et de pouvoir démontrer le respect des exigences de protection des données, qui implique ainsi un renversement du fardeau de la preuve au profit des personnes concernées. L'obligation de procéder à des analyses d'impact potentiel du traitement de données envisagées sur les droits et libertés fondamentales des personnes concernées.
À cela, il faut ajouter le renforcement des compétences et des pouvoirs des autorités de contrôle, avec notamment, pour ce qui concerne le règlement européen, la possibilité de prononcer des sanctions administratives vraiment dissuasives. Ce renforcement passe également par la mise en place de mécanismes effectifs de coopération entre autorités de contrôle, avec notamment au sein de l'Union européenne la création d'un comité européen de protection des données qui ne se limite pas à émettre des avis, mais peut coordonner et mener de véritables investigations transnationales. Avant de regarder un premier bilan de l'application de ce règlement, encore 2 mots sur la Convention 108. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole d'amendement de la Convention 108 le 18 mai 2018, mettant ainsi un terme aux travaux de modernisation du premier et seul traité international juridiquement contraignant en matière de protection des données. La désormais Convention 108+, a été ouverte à la signature des parties le 10 octobre 2018. La Suisse, qui a joué un rôle moteur dans ce processus de modernisation, ne faisait hélas, et de manière totalement incompréhensible, pas partie des premiers signataires. Rappelons que cette convention, du fait de son caractère ouvert, permettant l'adhésion d'États non membres du Conseil de l'Europe, a une vocation universelle. Contenant l'ensemble des principes fondamentaux de protection des données universellement reconnus, elle en est actuellement la seule alternative crédible et réaliste à l'adoption d'une convention mondiale. L'adhésion à cet instrument est un élément central dans la reconnaissance et le maintien par les instances européennes du niveau de protection des données adéquat d'un pays hors Union européenne. On table ici sur une entrée en vigueur rapide du texte, mais cela présuppose en principe que l'ensemble des 53 parties acceptent le protocole d'amendement. Mais venons-en au RGPD et à un premier bilan. Le RGPD approche de sa première année d'application. Si les mois précédant son entrée en force effective et les premiers mois d'application ont été marqués par un certain vent de panique alimenté par de nombreux conseillers aux motivations pas toujours louables, il a permis une prise de conscience jamais vue jusqu'à ce jour de l'importance de la protection des données. Beaucoup dans le secteur privé et dans le secteur public découvrent la protection des données qui s'impose comme une évidence et une exigence d'une gestion responsable du traitement des données personnelles. La menace de sanctions conséquentes n'y est probablement pas étrangère. Les premiers chiffres publiés par les autorités de protection des données démontrent également une prise de conscience des citoyens et citoyennes pour mieux protéger leurs données et exercer leurs droits. Si la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté en France, parle d'une hausse de 64% des plaintes, c'est environ 4000 plaintes en 4 mois, dont 200 plaintes transfrontalières. Des chiffres comparables ont été annoncés par les autorités allemandes et irlandaises de protection des données. Aux Pays-Bas, on enregistre quelques 10 000 plaintes pour le deuxième semestre 2018. Le Garante italien annonce pour sa part une augmentation de 50% des plaintes. Pour l'ensemble des pays européens, cela représente plus de 95 000 plaintes depuis la mise en application du règlement européen. En France, on a aussi enregistré les premières plaintes collectives contre les géants du net. Les annonces de violations de données ont également explosé. On dénombre quelques 40 000 notifications pour l'ensemble de l'Europe. Et en outre, les autorités de protection des données ont ouvert leurs premières enquêtes pour non-respect du RGPD et les premières amendes ont été prononcées. La CNIL vient de condamner Google à 50 millions d'euros d'amende pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. En Allemagne, le réseau social Knudel.de a été condamné à 20 000 euros d'amende pour des problèmes de sécurité des données. Au Portugal, c'est un hôpital qui a reçu une amende de 400 000 euros pour insuffisance de protection des données contre des accès externes. En application des règles de coopération entre autorités de protection des données, quelques 300 investigations transfrontalières ont été également lancées,
Enfin, le commissaire à l'information britannique a également mené des investigations suite au scandale Cambridge Analytica, débouchant sur des condamnations. Et d'autres enquêtes sont en cours en Allemagne, en Irlande et dans d'autres pays. Et en Suisse, me direz-vous, quel est l'impact du règlement européen ? Rappelons tout d'abord que le règlement ne s'applique pas à la Suisse, puisqu'il ne fait pas, et c'est incompréhensible, partie de l'acquis de Schengen. Il a toutefois une influence non négligeable, tout d'abord par le biais de son article 3, qui prévoit une application extraterritoriale du règlement lorsqu'un responsable de traitement ou un sous-traitant non établi dans l'Union européenne traite des données personnelles concernant des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'Union, et ces activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes, ainsi qu'au suivi du comportement de celles-ci au sein de l'Union européenne. Cette disposition a déjà fait couler beaucoup d'encre et son interprétation est sujette à passablement de questionnements. Le Comité européen de protection des données tente d'y apporter des réponses et il a préparé un projet de ligne directrice qui vient de faire l'objet d'une consultation publique et sur cette base, il devrait adopter prochainement un texte définitif. Ainsi, on peut dire que la plupart des entreprises suisses qui déploient des activités de traitement au sein de l'Union européenne se voient soumises au règlement européen dans toute sa rigueur et pourraient, le cas échéant, être l'objet d'investigations, voire de condamnation des autorités européennes. À ce jour, il semble qu'aucune action n'a été engagée contre un responsable de traitement en Suisse. Du fait de l'incertitude quant à la portée réelle du règlement, en particulier de la difficulté apparente d'en délimiter le champ d'application extraterritorial, mais aussi du fait du retard pris en Suisse dans la modernisation de notre législation, beaucoup d'entreprises, d'écoles, d'administrations ont choisi ou sont contraintes de se mettre en conformité avec le règlement, qu'il leur soit ou non applicable. Toutefois, ces entités demeurent soumises à la législation suisse, à la surveillance des autorités de protection des données, qui, elles, n'ont pas de compétences pour interpréter le règlement et s'assurer de son respect, ni de faire respecter les décisions prises par les autorités européennes en application du dit règlement. Et en Suisse, me direz-vous, où en sommes-nous ? Comme vous le savez, le Conseil fédéral a adopté le 15 septembre 2017 un message au Parlement portant sur une révision totale de la loi fédérale sur la protection des données. Cette loi de première génération doit impérativement être revue pour répondre aux développements intervenus depuis son adoption, pour s'adapter à la réalité d'un monde globalisé, interconnecté, tenir compte des nouveaux cadres juridiques européens, en particulier la Convention 108+. Le Conseil fédéral tablait sur une adoption rapide de cette réforme. Le Parlement en a décidé autrement. Il s'est attelé dans un premier temps à transposer la directive européenne qui a été adoptée en même temps que le règlement européen, mais qui vise les traitements dans le domaine de la coopération en matière de police et de justice, et qui fait partie de l'acquis de Schengen, pour élaborer une loi de protection des données Schengen, loi qui devrait entrer en vigueur, si tout va bien, le 1er mars prochain. Par contre, la révision totale fait encore débat au sein de la commission des institutions politiques du Conseil national. Cette commission espère achever ses travaux le mois prochain afin que la première chambre, le Conseil national, puisse en débattre lors de la session de printemps. L'objet passerait alors au Conseil des États. Et si vraiment ce calendrier est suivi, on pourrait compter avec une adoption au mieux à la session d'automne, ce qui pourrait éventuellement permettre une entrée en vigueur dans la seconde moitié de 2020. Il est malheureusement encore trop tôt pour connaître le contour définitif de la nouvelle loi. Est-ce qu'elle va reprendre le projet du Conseil fédéral tel quel? Est-ce qu'elle ira au-delà, ce qui serait souhaitable, ou ira en deçà, donc en dessous des standards européens, ce qu'on ne peut malheureusement pas exclure. On le voit encore, beaucoup d'incertitudes
et d'insécurité juridique. Et pourtant, le temps presse pour notre économie, notamment numérique, pour maintenir le niveau de protection adéquat, pour garantir les droits des personnes sujettes du traitement de données personnelles. On a vanté, et on continue à le faire, la Suisse comme coffre-fort des données. Mais ne nous leurrons pas, d'autres États européens se sont engouffrés dans ce marché grâce au RGPD, et nombreuses sont les entreprises suisses qui perdent des contrats pour insuffisance de protection des données. Même si le terme ne plaît pas, alors quo vadis. Il y a encore beaucoup à faire pour éviter que la prédiction de l'éditorial du temps ne soit définitivement réalité et pour que le citoyen consommateur devienne réellement citoyen conso-acteur, c'est-à-dire retrouve la pleine maîtrise sur les données qu'il concerne et sur la gestion de sa vie privée, de ses droits et libertés fondamentales. Le droit à la protection des données est aujourd'hui un droit et une valeur universelle. Ce droit doit plus que jamais être défendu car tout homme, pour vivre, a besoin de son propre espace d'intimité mentale et physique, voire numérique, lui permettant de penser, créer, forger et développer sa personnalité et ainsi agir en homme libre. Sans cet espace vital de liberté, c'est la société dans son ensemble et la démocratie qui se mettent en danger. Les technologies de l'information et des communications, nous le savons, ont de très nombreux avantages pour nous tous. Elles génèrent aussi de nombreux risques. Le recours à l'intelligence artificielle et le profilage des individus au travers de l'exploitation des mégadonnées recourant à des algorithmes plus ou moins fiables et débouchant sur des décisions automatisées peuvent avoir des conséquences désastreuses si elles ne sont pas suffisamment encadrées. On ne peut déléguer aux seules machines les prises de décision et la responsabilité de ces décisions. L'humain doit garder la maîtrise et le contrôle, comme le relevait le professeur Marcel Salaté dans Le Temps du 22 janvier dernier. Je cite, « La technologie peut nous aider à vivre mieux, mais pour cela, il faut la comprendre et la contrôler. Cela passe par l'éducation numérique et par la réglementation et un contrôle plus effectif. Une société dominée par les algorithmes, déresponsabilisant et asservissant la personne humaine ou imposant des technologies qui chaque matin vous dictent votre journée ou votre manière de vivre est une menace sérieuse qu'il faut à tout prix combattre si nous voulons demeurer des hommes et des femmes libres. Il y a urgence à agir et comme pour le climat, c'est maintenant, sinon il sera trop tard. Chacun et chacune d'entre nous doit se sentir concerné. L'individu doit agir de manière responsable et se doit d'être critique par rapport à son comportement numérique. Nous devons éviter la facilité et la commodité et ne pas accepter sans questionnement tout ce qui peut nous demander des applications et que nous utilisons, les sites que nous consultons. Les centres de recherche et les développeurs d'applications doivent intégrer la protection des données dans leurs travaux et leurs produits. Les responsables de traitement mettre en place une gestion professionnelle de mise en conformité. Les politiques doivent adopter rapidement une législation moderne permettant de garantir plus efficacement nos droits. Ils doivent développer une véritable politique du numérique respectueuse des droits humains et encourager la recherche dans ce sens. L'éducation au numérique doit être une des grandes priorités des années à venir si nous ne voulons pas être des analphabètes du numérique. Enfin, le régulateur, que doit être l'autorité de protection des données, doit guider cette mise en conformité et appliquer la loi dans toute sa rigueur et ne pas chercher des compromis au détriment de la protection des données des personnes touchées. Donc, 2019 est une année charnière pour la protection des données. Si nous ne maîtrisons pas et ne gardons pas le contrôle sur le développement du numérique, nous serons irrémédiablement soumis à une puissance qui, depuis son savoir toujours plus omniscient, nous enjoint les actions à entreprendre. Sans nous en rendre compte, nous serons des esclaves des technologies que nous utilisons quotidiennement. Je vous remercie de votre attention.